Bonsoir à tous, bienvenue à la Une ce soir. Ouverture aujourd'hui, 1er octobre, du Forum de la Banque mondiale sur le financement du développement dans l'espace UEMOA. Pendant 48 heures, des décideurs politiques et acteurs du secteur privé de plusieurs pays échangent sur les moyens pour accroître les investissements privés dans des secteurs à fort potentiel. Labellisation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, un label de niveau argent qui vient couronner les efforts consentis par cet établissement sanitaire pour la qualité et la sécurité des soins fournis. C'est une première en Afrique de l'Ouest. 1 kg de cacao sera acheté à 825 francs CFA Borchamp pour cette campagne agricole 2019-2020 qui s'ouvre. Une hausse de 75 francs CFA par rapport à la précédente campagne où le prix du kilogramme avait été fixé à 750 francs. La couverture maladie universelle CMU est une réalité sur le terrain depuis ce matin. C'est la phase de généralisation qui est ainsi lancée après 2 ans d'application à petite échelle. Ce matin, les détenteurs de la carte ont pu l'utiliser dans les centres de santé publics. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur RTI 1. Le Forum de la Banque mondiale sur le financement du développement dans l'espace UEMOA a été ouvert ce matin par le président Alassane Ouattara. Cette 5e édition réunit pendant 48 heures des décideurs politiques et des acteurs du secteur privé de plusieurs pays. L'enjeu de la rencontre avec Viviane Naïma. Après le Rwanda en 2018, le choix de la Banque mondiale s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter l'édition 2019 du Forum sur le financement du développement dans l'espace UEMOA. Importante rencontre qui réunit les gestionnaires de IDA, le Fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres, les donateurs de ce fonds, les pays de l'Afrique de l'Ouest éligibles pour bénéficier des financements de ce fonds et au nombre desquels la Côte d'Ivoire, ainsi que les acteurs de la vie économique, acteurs publics et privés. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a ouvert ce mardi matin les travaux de cette assise. IDA, le Fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres, a entrepris d'investir sur la période 2017-2020 45 milliards de dollars en Afrique. Les secteurs prioritaires qui sont visés par ces investissements sont l'agro-industrie, le transport et le numérique. Dans ce cadre, le présent forum vise à déterminer au niveau de la région ouest-africaine les projets tant nationaux que régionaux à fort impact sur la croissance économique des États et créateurs d'emplois pour les jeunes. Invité à faire part de ces réflexions au forum, le président de la République Alassane Ouattara a plaidé pour un soutien encore plus important aux pays de la région ouest-africaine en raison du poids financier que fait peser aujourd'hui la lutte contre le terrorisme sur les budgets de ces États. L'ampleur de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest est devenue une préoccupation majeure pour nos pays. Et d'ailleurs, certains de mes homologues m'ont dit que dans leur pays, quasiment 30% du budget est consacré à la lutte contre le terrorisme et la défense. Et bien évidemment, ceci rend difficile toute possibilité d'ajustement. Et aussi fragilise le climat des affaires, parce que si toutes les semaines on annonce qu'il y a une attaque terroriste, évidemment les investisseurs privés ne seront pas aptes à aller dans ces pays. Et s'il n'y a pas d'investissement, bien évidemment, nous avons un handicap pour la création d'emplois. D'ailleurs, ces urgences nous ont conduits à tenir un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO, sur le terrorisme, le 14 septembre dernier à Ouagadougou. Et à l'issue de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mobiliser 1 milliard de dollars américains sur 5 ans, dont la moitié, soit à peu près 500 millions de francs CFA, sera en provenance de l'UEMOA. Donc nous devons entreprendre une campagne pour que ce milliard qui provient de nos pays soit multiplié par 2 ou par 3 avec la contribution des institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres fonds souverains. La réunion est prévue durer 2 jours.
Un peu plus tard dans la journée, le chef de l'État a reçu une délégation du Fonds monétaire international. Cette mission du FMI est à Abidjan pour l'évaluation de la collaboration entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire. Fijanaïma. Comment juger la gestion économique du gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Sa gestion est-elle mauvaise? La Côte d'Ivoire est-elle trop endettée? La mission du FMI qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 18 septembre dernier à ce jour 1er octobre vient de présenter ce mardi 1er octobre au président de la République au palais présidentiel les conclusions de son rapport dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. Les conclusions de ce rapport sont incontestables. Le FMI juge satisfaisantes les performances économiques du gouvernement et félicite les autorités ivoiriennes pour la bonne marche du programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et les repères indicatifs ont été respectés à fin juin 2019. Tous les repères structurels portant sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises publiques, la politique fiscale et l'administration budgétaire ont également été mis en œuvre à l'exception d'un seul. Le déficit budgétaire devrait converger à la norme régionale du déficit au niveau de l'UMOA de 3% du PIB en 2019, un des principaux objectifs du programme. Les recettes devraient continuer à augmenter, tandis que les dépenses seraient maîtrisées. Les services du FMI et les autorités ivoiriennes sont également parvenus à un accord au niveau des services du FMI, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI, sur une extension du programme d'1 an, ainsi que sur les mesures de politique budgétaire pour atteindre les objectifs du programme. Ces mesures devraient maintenir le déficit budgétaire projeté pour 2020 dans la norme du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB. La mission du FMI et les autorités se sont également accordées sur des politiques pour assurer la préservation de la viabilité de la dette, tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme national de développement 2016-2020. L'équipe du FMI et les autorités se sont également accordées à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes domestiques pour créer les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à la mise en place de politiques ambitieuses de développement et au renforcement de la capacité à rembourser la dette. La mission a noté les progrès réalisés en matière de restructuration et de suivi rapproché des entreprises publiques et de l'administration douanière. La mission a également félicité les autorités pour les mesures prises pour renforcer le secteur de l'électricité, mesures qui devraient sous-tendre une stratégie de développement ambitieuse. La mission note les progrès en matière de renforcement du secteur financier dans le contexte de la transition régionale vers les nouvelles normes prudentielles alignées sur les principes de Bâle II, Bâle III. Elle considère également que des efforts additionnels sont nécessaires pour finaliser la restructuration des banques publiques. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser, tiré par le dynamisme de l'investissement privé et les efforts de diversification des exportations. La poursuite de la mise en œuvre résolue de politiques visant à réduire les niveaux de pauvreté et à promouvoir une croissance inclusive continuera d'être un facteur important pour la réussite à long terme des objectifs du gouvernement. En conclusion, on est en droit de le dire, le gouvernement a réussi sans faute son examen de passage. Le président Alassane Ouattara a aussi accordé un entretien à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire. En fin de mission sur le sol ivoirien, il a fait le point de son séjour au chef de l'État. Ça a surtout été l'occasion pour les deux hommes d'évoquer l'état des relations entre les deux pays. Fianaïma. En fin de mission, après avoir représenté son pays, la République arabe d'Égypte, pendant 4 ans en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Mohamed Farouk El Hamzaoui a fait ses adieux ce mardi 1er octobre au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel. L'ambassadeur égyptien, avant son départ, s'est déclaré satisfait du bilan de sa mission et de son séjour en Côte d'Ivoire. Les 4 ans, ils ont passé très vite.
C'est avec, je pense, un bilan très long. Mais le plus important, qu'on a fait 2 visites présidentielles. On a fait une visite présidentielle pour le président Ouattara en décembre 2017 au Sharm el-Sheikh, et aussi la première visite d'un président égyptien en Côte d'Ivoire. Ça, c'était avril dernier, avril 2019. Je viens pour dire adieu à son Excellence le Président, et aussi j'ai donné encore une autre invitation, Inch'Allah, pour visiter l'Égypte prochainement. Je voudrais remercier le peuple ivoirien et le gouvernement ivoirien pour le chaleureux accueil et les chaleureux 4 ans qu'ils ont passés très vite ici en Abidjan. C'est le 5 novembre 2015 que Mohamed Farouk El Hamzaoui avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien au palais présidentiel. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est depuis hier le premier établissement sanitaire à être labellisé en Afrique de l'Ouest par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Un label de niveau argent qui couronne les efforts consentis par cet hôpital et pour la qualité et pour la sécurité des soins fournis. Mama Traoré et Abiba Dambélé-Saoué. Le label argent 2019 de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, décerné à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Cette distinction, auréolée de la mention spéciale pour la dynamique engendrée, vient couronner la démarche qualité et la sécurité des soins fournis dans cette enceinte sanitaire. Bien en amont de la finalisation de la construction de l'hôpital, le personnel a été formé durant plusieurs mois aux principes de qualité et aux procédures. Et par la suite, nous n'avons eu de cesse d'analyser les risques et d'ajuster notre fonctionnement. Il a fallu passer quotidiennement au peigne fin chaque procédure, chaque organisation et créer un nombre important d'outils. La qualité et la sécurité des soins. Cette notion est centrale car elle impacte tous les services, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, administratifs ou techniques. C'est le lieu de rappeler que nous sommes le premier établissement de santé en Afrique de l'Ouest à être labellisé par la PHP. Durant plusieurs mois, l'hôpital Mère-Enfant s'est soumis aux 32 tests d'évaluation du processus de labellisation de l'APHP. Structure française dont l'expertise en matière de démarche qualité dans le secteur médical est reconnue à l'échelle mondiale. Ce sur quoi nous avons travaillé, c'est des choses qui sont extrêmement simples. C'est effectivement de savoir si une maman qui vient accoucher pourra accoucher dans de bonnes conditions. C'est de savoir si un enfant qui est adressé à cet hôpital parce qu'il souffre d'un cancer pourra avoir la chimiothérapie et l'ensemble des soins dans les meilleures conditions. Notre réputation est notre bien le plus précieux. Réputation qui est assurée par la compétence des équipes, par le mode de formation. À la veille de l'opérationnalisation de la CMU, couverture maladie universelle, cette labellisation sonne comme un appel lancé à l'endroit des établissements sanitaires publics. Je salue la communication faite autour de cet événement nécessaire pour susciter des comportements vertueux et surtout de montrer aux autres structures publiques que l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle ne leur donne plus de choix. Ce changement de paradigme où les plaintes de patients naguère jugées exigeantes sont devenues aujourd'hui légales ne leur offre plus la possibilité d'avoir à étendre les délais d'attente des patients ni s'adonner à des actes délictueux tels le racket. Pour la première dame Dominique Ouattara, ce label argent est une invite à maintenir et même à améliorer le niveau de la prise en charge sanitaire à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. Le label APHP qui vient de nous être présenté est celui donné par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructure, d'équipement et de qualité de soins. Il est d'autant plus important que la France a l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. Ce label vise donc à nous rapprocher
des standards français en matière de qualité et de sécurité des soins, qui répond à l'objectif majeur de l'hôpital mère-enfant de garantir aux patients une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales. Nous mesurons toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. Établissement sanitaire à but non lucratif, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il a été ouvert le 16 mars 2018. On reste dans le domaine sanitaire pour une visite de quelques établissements publics du district d'Abidjan. Cela à la faveur de la généralisation de la couverture maladie universelle CMU qui a démarré aujourd'hui, 1er octobre. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et celui en charge de la santé et de l'hygiène publique ont échangé avec le personnel médical et aussi avec des patients assurés. Mamadou Kwasi. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, accompagné du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, présent au centre de santé communautaire Henriette Konan-Bédié du Blocos dans la commune de Cocody. Ils sont venus se rendre compte de l'effectivité du démarrage de la couverture maladie universelle CMU ce 1er octobre 2019. Les ministres Pascal Kwaku Apina et Jeune Aka Aole ont pu assister à l'accueil des premiers assurés venus pour des soins. Faire en sorte que tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent se soigner dans des centres de santé de qualité et à moindre coût. C'est ce que nous venons de constater effectivement avec le début des prestations aujourd'hui. Donc nous invitons tous les Ivoiriens qui hésitent encore, qui ne se sont pas fait encore enrôler, de s'empresser pour aller se faire enrôler parce que l'opération a commencé et ce n'est pas du tout virtuel, c'est une réalité. Ils ont saisi l'occasion pour encourager le personnel médical à un bon accueil des patients. Après Cocody, cap sur le plateau, à la formation sanitaire urbaine Edmond Basque, les membres du gouvernement ont rassuré la population ivoirienne de l'effectivité de ce projet qui touche plus de 700 centres de santé publics. Avec le démarrage de ce jour de la couverture maladie universelle, on se rend bien compte que le programme social du gouvernement est en marche. Et il en marche avec ce qui constitue le premier droit de l'homme, c'est-à-dire le droit à la santé. Je voudrais indiquer que ce n'est pas parce que ça a commencé aujourd'hui que l'on doit dire que sur toute l'étendue du territoire, tout le monde peut avoir accès aujourd'hui à la couverture maladie universelle. C'est un processus qui est engagé. En toute chose, il faut un commencement. Mais dès lors que ça a commencé, il faut espérer que tout le monde aura sa couverture maladie. C'est depuis le 1er juillet 2019 que les prélèvements ont démarré. Ce mardi 1er octobre 2019 constitue le début effectif de la phase de généralisation, après une phase pilote de 2 ans. Le processus est donc bien engagé. Les assurés qui se sont rendus dans les structures sanitaires ce mardi, munis de leur carte CMU, ont pu bénéficier des soins avec application du tarif conventionné. Mamadou Kwasi. Ousmane Diarra est reçu par l'équipe de la couverture maladie universelle CMU, basée au centre de santé communautaire Henriette Konan-Bédié de Blocos. Détenteur de la carte CMU, il ne payera que 150 francs CFA au lieu de 450 francs. Comme frais de consultation pour les non-détenteurs de la carte CMU. Si Ousmane Diarra est à jour de ses cotisations, ce n'est pas le cas pour plusieurs autres détenteurs de la carte. Ces personnes seront obligées de payer elles-mêmes les frais de consultation. Parce que la CMU, ce n'est pas gratuit, il faut payer 1000 francs. La machine dit que c'est lui, c'est son identité, mais il n'est pas à jour de ses cotisations. On ne le renvoie pas. Il va bénéficier des soins de santé, mais il va payer les 100%. À la formation sanitaire urbaine Edmond Basque du Plateau, nous rencontrons Étienne Begré. Assuré CMU, il est venu pour une échographie. Je souffrais d'un mal depuis fort longtemps. Donc mon médecin a demandé à ce que je fasse l'échographie de contrôle. Et quand je suis venu, à la fois des choses, j'ai présenté la carte. Et l'échographie qui faisait 6 000 francs, j'ai payé 850. Aïcha Diaby bénéficie de la couverture maladie universelle. Elle est venue se faire consulter.
Depuis hier nuit, je me sens fatiguée, j'ai mal à la tête. La consultation était à 1500. Grâce à ma carte d'assuré CEMU, ça m'a permis de payer 450 pour la consultation. Après la consultation, on m'a prescrit des médicaments qui coûtaient 261 francs. Grâce encore à ma carte CEMU, j'ai payé 75 francs pour pouvoir avoir mes médicaments. En plus des consultations et des soins, les cartes d'assurance prennent en compte les médicaments et les différents examens. Quand ils arrivent, ils vont en consultation et puis en fonction de ce qui est porté sur l'ordonnance, ils arrivent à la pharmacie, en fin de compte, ils doivent payer 30% du total de l'ordonnance. Et les 70% sont endossés par l'État de Côte d'Ivoire. Bien que certaines personnes disposent d'une carte d'assurance, nombreux sont ces patients rencontrés qui disent ne pas être informés de la CEMU. Non, je n'ai pas la carte d'assurance. Bon, je ne savais pas qu'il y avait une carte d'assurance. C'est pourquoi. Je vais me renseigner et puis me procurer la carte. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bomba, invite les personnes enrôlées au retrait de leur carte afin de bénéficier des avantages liés à celle-ci. Les personnes qui se sont fait déjà enrôler, qui n'ont pas perçu les cartes, il y a un processus. Il y en a qui reçoivent des SMS qui leur indiquent le lieu où il faut retirer leur carte. Mais moi, comme j'aime être pratique, j'exhorte ceux-là à se rendre dans le bureau où ils se sont fait enrôler pour chercher les cartes. À ce jour, 1 548 742 personnes enrôlées dans les centres CEMU. Seulement 631 698 parmi elles ont déjà reçu leur carte. Le Sénat ivoirien a adopté 2 projets de loi. Le premier sur la simplification de la procédure d'immatriculation des entreprises et le second porte code des investissements en Côte d'Ivoire. Les 2 projets de loi vont dans le sens du processus pour l'amélioration du climat des affaires déjà entamé dans le pays. Léon Pro. Après l'Assemblée nationale, le ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion des investissements face à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Esmaël Issis fait adopter par les 16 sénateurs le projet de loi pour la ratification de l'ordonnance portant code des investissements sans épreuve majeure. C'est que les 2 parties ont très tôt convenu des avantages offerts aux investisseurs, entre autres l'exonération et le crédit d'impôt. Ce code parle pour la première fois du contenu local. Ce code insiste sur les éléments d'environnement et surtout sur les obligations sociétales des investisseurs en Côte d'Ivoire. Donc, permet à la Côte d'Ivoire d'offrir aux investisseurs des avantages certes attractifs, mais aussi à l'État d'avoir une dépense fiscale maîtrisée et bien adressée. Code des investissements aussi consensuel car approuvé par les ministères économiques, le secteur privé et les partenaires au développement, précise l'émissaire du gouvernement qu'accompagnent également les sénateurs dans le projet d'institution d'un identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises. L'identifiant unique permet aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir un seul numéro qui identifie une entreprise. À l'époque, on en a 4. L'investissement national représente 50% de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. La problématique que nous souhaitons résoudre, c'est comment le national ivoirien est encore plus présent dans l'investissement privé. Au total, ces 2 projets de loi ainsi examinés, des stimulateurs de l'amélioration de l'environnement ivoirien des affaires. Kuibière Koulibaly Ibrahim est le nouveau président de la CEI. Il prend la tête de la commission électorale indépendante pour 6 ans, après un vote hier au siège de l'institution. 3 vice-présidents et 3 secrétaires permanents ont également été élus. Kolo Koulibaly. La commission électorale indépendante a un nouveau président, Koulibaly Kuibière Ibrahim, élu avec 9 voix contre 6 pour Marguerite Yolibi. Ce magistrat hors hiérarchie est élu pour 6 ans, non renouvelable. Ce lundi, il s'est tenu une réunion pour l'installation du nouveau bureau de la CEI. Rencontre présidée par la doyenne d'âge des 15 nouveaux commissaires. Vous savez comment se passent les élections, ce n'était pas très facile. Mais les choses se sont passées de façon très conviviale, dans la démocratie la plus totale, parce que certaines personnes s'attendaient à ce qu'on vienne et d'un coup de main, qu'on installe des personnes. Non, cela n'a pas été le cas. Le nouveau président a aussitôt pris les rênes de l'institution. La doyenne d'âge lui cède le fauteuil. Il annonce les couleurs. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Il faut procéder à la révision de la liste électorale. Faire de sorte que
la liste électorale corresponde à la réalité. Il faut nécessairement installer les commissions locales. Kone Sourou est élu premier vice-président de la CEI, Alain Dogou deuxième vice-président et Sanogo Salimata Parquet à la troisième vice-présidence. Tous élus pour 3 ans renouvelables. Le secrétariat permanent est occupé par Kwame Adjoumani-Pierre, avec pour premier adjoint Émile Brotier et deuxième adjoint Lagou adjoint Henriette. Au total, 7 personnes au bureau de la CEI, avec les autres commissaires, une équipe chargée d'organiser les prochaines échéances électorales. Jugez-nous aux actes. Et c'est à ce prix-là que nous allons mener à bien notre mission si vous nous accompagnez de vos prières. Le nouveau président de la commission électorale indépendante était commissaire à la CEI entre 2011 et 2014, avant d'occuper en 2015 le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Un retour pour assurer cette fois la présidence de l'institution chargée des élections en Côte d'Ivoire. Dès son élection à la tête de la CEI, le magistrat hors hiérarchie a appelé à faire confiance à cette nouvelle équipe chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Mais qui est l'homme? Quelle est son expérience sur la scène politique ivoirienne? Son portrait avec Aboulaye Koné. Énarque de la promotion 1996 et magistrat hors hiérarchie, Cuibière Ibrahim Koulibaly est le nouveau visage de la CEI, la commission électorale indépendante. Diplômé de droit, il est le substitut du procureur au tribunal de Bouaké, en charge de la voie publique et de l'état civil de 1996 à 2000. Cuibière Ibrahim Koulibaly est également moniteur assistant en droit pénal et droit civil à l'université de Bouaké pendant 6 ans, à partir de l'an 2000. Une tâche qu'il alterne aussi bien en étant 3 années durant le substitut du procureur au tribunal du plateau à Abidjan, chargé de la lutte contre les infractions commises au moyen des NTIC, devenus plus tard cybercriminalité. De 2007 à 2010, il est le directeur des opérations des audiences foraines. De 2006 à 2011, il occupe les fonctions de chef de cabinet du ministère de la Justice. Le nouveau président de la CEI connaît bien l'institution pour avoir été commissaire central pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. En 2012, fort de son expérience, il part comme observateur des élections présidentielles au Sénégal pour le compte de la CEDEAO. Officier dans l'ordre national ivoirien et dans l'ordre du mérite ivoirien, le désormais ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel est marié et père de 5 enfants. On part dans le domaine agricole. Le Conseil Café Cacao a fixé le prix borchon du kilogramme du cacao à 825 francs CFA pour la campagne agricole 2019-2020. Un prix rendu public ce mardi en marge de la célébration de la 6e édition de la Journée nationale de cacao et du chocolat. Jean-Luc Mangbo. J'annonce que le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne principale 2019-2020 est fixé à 825 francs CFA par kilo borchon. Bien qu'en deçà des 1000 francs CFA souhaités par la majorité des producteurs, le prix de 825 francs CFA le kilogramme de cacao a reçu un écho favorable. Dans l'ensemble, nous disons que c'est bon. Nous remercions d'abord le gouvernement. Chaque année, ils ont toujours ajouté un plus. Le prix grimpe, le prix augmente. Même si nous avons voulu avoir plus que ça, l'État ne peut donner que ce qu'il y a. Et aujourd'hui, avec 825 francs, je pense que l'ensemble des producteurs qui étaient ici ont félicité le chef de l'État et c'est bon. Le prix de la campagne 2019-2020 est en hausse de 75 francs CFA par rapport à celui de l'exercice précédent. Un prix que les producteurs souhaitent voir respecté tout le temps que durera cette campagne. Le plus important dans la campagne cacao ou café, ce n'est pas le prix qui est plus élevé. Si le prix est fixé et qu'il est respecté sur le terrain, c'est ça qui est plus intéressant pour le producteur. Je voudrais aussi que nos parents producteurs aussi produisent la bonne qualité de cacao pour que on puisse toujours bénéficier des meilleurs prix comme ce que le gouvernement vient de nous donner ce matin. Tout en se réjouissant de la bonne tenue de la campagne précédente, le président du Conseil Café Cacao a annoncé un renforcement des dispositifs de contrôle du prix et de sécurisation de la production ivoirienne.
aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti. Borchamp. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu pour lutter contre les pratiques de certains opérateurs véreux et aussi la fuite transfrontalière du cacao. Le Conseil Café-Cacao a également annoncé stabiliser à 2 millions de tonnes la production ivoirienne en vue de contrer une éventuelle chute des prix mondiaux liée à la surproduction. Et c'est tout pour ce soir. Merci d'être resté avec nous. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h sur RTI 1. Bonne fin de soirée à tous.